Bonjour docteur, qu'est-ce que tu fais? Bonjour à toi. Oui, je suis en train de préparer une conférence que je vais donner concernant la COVID-19. Docteur, est-ce que je dois dire le Covid ou la Covid? C'est une excellente question. En fait, on parle du virus qui s'appelle coronavirus et on parle aussi de la maladie qui s'appelle la COVID-19, la maladie à coronavirus. En France, il a été retenu par l'Académie d'utiliser le terme la COVID-19, tout comme ici au Canada, au Québec en particulier. Par contre, récemment, dans certains dictionnaires, il est mentionné le COVID. Donc, ce qui est important pour toi, c'est d'utiliser le terme le plus facile à retenir. Le ou la COVID, c'est possible de le dire dans les deux sens. Quelle est la cause de cette maladie? Cette maladie est due à un virus qui s'appelle coronavirus. Et cette maladie a été identifiée la première fois en décembre 2019 en Chine. Puis rapidement, elle est devenue une pandémie, c'est-à-dire qu'on la retrouve dans quasiment la plupart des pays du monde. C'est quoi un virus? Vois-tu, le virus, c'est un organisme vivant, mais il est tellement petit que tu ne peux pas le voir à l'œil. Il faut utiliser un microscope pour pouvoir identifier. Les virus, tout comme les bactéries, sont des organismes qui sont considérés comme infectieux. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de venir chez les humains ou chez les animaux, coloniser ces personnes pour se multiplier. Et le virus, son seul but dans la vie, c'est se multiplier pour devenir nombreux. Et c'est pour cela qu'il cherche toujours un organisme, une cellule qui va l'héberger pour qu'il puisse se multiplier. Sans cet organisme, le virus ne va pas exister pendant longtemps. Il va juste disparaître. Quelles sont les personnes qui attrapent la maladie COVID-19? C'est une excellente question. Tout le monde peut attraper cette maladie, que l'on soit enfant, adulte ou une personne âgée. La maladie peut être transmissible, donc une personne peut l'attraper et donner à quelqu'un d'autre. Et c'est aussi pour cette raison que ça se répand de façon très rapide dans plusieurs pays. Pourquoi certaines personnes attrapent la COVID-19 et pas d'autres? Effectivement, ce virus peut être attrapé par tout le monde, mais il y a plusieurs personnes qui ont déjà été contaminées. Heureusement, beaucoup d'autres personnes au niveau de la planète n'ont jamais été contaminées par ces virus. C'est aussi l'importance de continuer à respecter les mesures d'hygiène qui sont recommandées. Certaines personnes sont beaucoup plus fragiles, par exemple ceux qui ont un problème de poids, un problème d'hypertension, un problème de diabète ou ceux qui ont un peu un âge avancé. Malgré cela, les études ont montré que même chez les enfants, on voit certains qui ont attrapé la COVID-19 et certains même ont été hospitalisés. C'est pour cela qu'il est important de bien se laver les mains, porter le masque, garder les distances et si on est malade, rester éloigné des autres et voir le médecin pour prendre le traitement qui est préconisé. Comment on fait pour savoir qu'on est malade de la COVID-19? Il y a plusieurs tests qui sont disponibles. L'un des plus
courant, c'est un test qui permet de rechercher la présence du virus dans le nez ou dans la gorge. Et ce test repose sur un coton-tige qu'on enfonce dans le nez ou dans la gorge pour prélever un peu de liquide et analyser au laboratoire. Et ce test permet de voir si on retrouve ce qu'on appelle le capital génétique du virus. Le virus associé à cette maladie, c'est un virus qui a un capital génétique très particulier. On appelle cela un ARN, acide ribonucléique. Ce sont le type de capital génétique de ces virus. D'autres tests sont disponibles, mais sont réalisés souvent lorsqu'on veut confirmer si on a déjà été malade. En faisant une prise de sang, on peut trouver dans le sang des anticorps. Les anticorps, ce sont des protéines qui traduisent le contact passé avec le virus. Est-ce que les enfants aussi peuvent être malades? Oui, les enfants aussi peuvent attraper le coronavirus et développer une maladie comme les adultes avec de la fièvre, des vomissements, de la toux, de la fatigue, parfois des diarrhées, des selles très liquides. Il existe aussi chez les enfants certains types de présentation qui est un peu différent des adultes avec des courbatures, ce sont des douleurs dans les muscles, des maux de tête et des problèmes au niveau de la peau. On appelle cela Pediatric Inflammatory Multisystemic Syndrome. Et ça, c'est quelque chose qui avait été rapporté dans plusieurs pays et qu'on trouve chez les enfants. Y a-t-il des traitements efficaces pour cette maladie? Oui, il y a des traitements qui permettent de calmer la fièvre, soulager la douleur et parfois, quand les patients ont besoin d'oxygène, on leur administre de l'oxygène. Il n'y a malheureusement pas de traitement qui permet de faire partir le virus complètement. Certains patients vont avoir besoin de médicaments pour diminuer l'inflammation qui apparaît au niveau des poumons. On appelle cela la cortisone. La cortisone, ce n'est pas un médicament nouveau. Il a été utilisé déjà dans plusieurs maladies antérieures. Et dans le cadre de la COVID-19, c'est surtout prescrit lorsque les formes sont avancées, lorsque les patients sont hospitalisés. Il y a aussi un autre traitement qu'on donne aux patients, c'est pour éviter que le sang se coagule très vite. On appelle cela des anticoagulants et ça permet d'éviter qu'il y ait des caillots dans les veines. La plupart des patients vont éliminer le virus grâce à leur défense naturelle, mais certains patients auront besoin d'être hospitalisés, voire séjourner en réanimation. Et c'est aussi pour cette raison qu'on travaille beaucoup sur la prévention. On insiste beaucoup sur le fait de se laver les mains, de porter un masque, parce que toutes ces mesures évitent d'attraper le virus. Pourquoi on doit porter un masque? En effet, le virus, lorsqu'il est présent dans la bouche et la gorge de quelqu'un, lorsque la personne va parler, respirer, tousser, éternuer, le virus va être projeté dans la surface autour de la personne et se propager dans l'air. Si on est en face et qu'on respire l'air qui contient le virus, on pourra se contaminer. C'est pour cette raison qu'on demande à tout le monde de porter le masque et ça évite ainsi de respirer l'air qui contient le virus et de laisser le virus pénétrer dans notre bouche, dans notre gorge et dans nos poumons.
Docteur, lorsqu'on attrape la COVID, est-ce qu'on guérit toujours? La plupart des personnes qui attrapent la COVID vont pouvoir guérir parce qu'ils auront réussi à éliminer le virus de leur corps. Malheureusement, il y a eu déjà plusieurs personnes qui sont décédées suite à la COVID-19. Depuis le début de cette pandémie, à l'échelle mondiale, il y a eu plus de 160 millions de cas de COVID-19 et plus de 3 375 000 décès. Comme tu le vois, ça représente beaucoup de personnes qui sont décédées, beaucoup de personnes qui sont contaminées. La population mondiale contient environ 7 milliards 800 millions de personnes. Et donc il y a déjà une très grande proportion de personnes décédées en très peu de temps. Les décès, c'est souvent dû aux personnes qui ont des problèmes de santé, des personnes âgées, mais aussi des personnes qui n'avaient aucun problème de santé. Certaines ont pu décéder de la COVID-19 et d'autres encore gardent après la guérison des signes de fatigue. Et ça, c'est quelque chose qui a été remarqué chez des personnes qui, plusieurs mois après avoir attrapé la COVID, ils ont des signes de fatigue et parfois des douleurs aux muscles, à la tête. Comment ça fonctionne le vaccin de la COVID-19? Le vaccin, c'est une injection qu'on fait habituellement au niveau de l'épaule et ce vaccin contient un code secret et le code secret va être lu par les cellules de l'individu qui a été vacciné et ensuite décoder le code pour fabriquer ce qu'on appelle des protéines, des anticorps. Ces anticorps vont être présents ensuite dans le sang et permettre à l'individu, si jamais il rencontre le virus, de se servir de ces anticorps comme des armes de défense. Les anticorps habituellement apparaissent environ 2 semaines après l'injection et vont persister pendant une durée de temps qui reste à définir selon chaque vaccin, mais les données montrent que la durée de ces anticorps peut être observée pendant plusieurs mois. Est-ce que les personnes qui ont eu la COVID-19 doivent aussi se faire vacciner? À l'heure actuelle, certaines études ont montré que la persistance des anticorps chez les personnes qui ont eu la COVID-19 est moins durable que ceux qui ont reçu un vaccin. C'est pour cette raison que la plupart des pays recommandent chez les personnes qui ont été exposées à la COVID-19 de faire aussi un vaccin pour permettre de les protéger. Est-ce que les enfants seraient vaccinés pour la COVID-19? Ta question est importante. La vaccination des enfants doit être faite selon les recommandations de chaque pays et aussi selon les données scientifiques des études. Il y a déjà eu certaines études publiées chez les enfants à partir de 16 ans et d'autres études réalisées chez les enfants entre 12 et 15 ans. Il y a aussi d'autres études qui ont commencé chez les enfants de moins de 12 ans
dont on attend encore les résultats. Mais il est possible que dans les mois qui viennent, on ait à vacciner les enfants pour permettre tous ensemble, collectivement, de faire disparaître le virus et de retrouver une vie comme auparavant. Docteur, j'ai entendu à la radio quelqu'un parler de variant. C'est quoi un variant? Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu te souviens, un virus a pour seul but de se multiplier. Donc il passe son temps à faire des copies de lui-même et en faisant des copies de lui-même, il va ensuite se transmettre d'une personne à l'autre. Parfois, il arrive qu'en faisant ces copies, c'est comme des photocopies, il se trompe sur une lettre ou sur un mot et à partir de là, la copie qui a été créée est légèrement différente de la version originale. C'est pour cette raison que le terme variant a été utilisé pour décrire un type de virus qui est un peu différent du précédent, mais qui fait partie de la même famille. Et ce variant, dans le cadre de la COVID-19, a été décrit dans plusieurs pays, différents variants. Il y en a certains qui sont plus agressifs, c'est-à-dire ils donnent une atteinte un peu plus marquée au niveau des poumons, au niveau du corps. Il y a certains qui sont plus contagieux, c'est-à-dire ces variants vont être faciles à transmettre d'une personne à l'autre. Et il y a certains qui sont un peu plus robustes, plus résistants, par exemple à la question des vaccins. Et c'est pour cette raison qu'on essaie d'éviter de laisser la place au virus, parce que son but c'est se multiplier tout le temps. Pourra-t-on voyager comme avant, docteur? Oui, c'est une grande préoccupation des gouvernements dans plusieurs pays du monde, c'est de permettre aux voyageurs de pouvoir aller d'un pays à l'autre ou aller d'une ville à l'autre. Et ça, c'est une préoccupation quotidienne permanente qui conduit les gouvernements à accélérer les mesures pour éradiquer le virus. Et le programme de vaccination fait partie de ces mesures qui permettront de diminuer la circulation du virus et de restaurer des activités humaines. Est-ce que le passeport vaccinal sert à voyager? En réalité, le passeport vaccinal, c'est un document qui prouve qu'on a été vacciné ou aussi qui peut prouver qu'on a déjà attrapé la maladie COVID-19 ou aussi qui peut prouver qu'on a fait un test et que le test s'est avéré négatif. Et ce passeport vaccinal est destiné à permettre aux personnes d'accéder à des lieux qui seraient actuellement impossibles à accéder. C'est la raison pour laquelle on a mis en place des mesures de confinement et de fermeture de certains restaurants et bars, certains lieux culturels. Le passeport vaccinal serait donc un document qui prouverait le statut en lien avec le coronavirus 19. Quand est-ce que le virus va disparaître? Le souhait de tous les gouvernements, de tous les médecins partout dans le monde, que ce virus puisse disparaître et qu'on puisse aussi s'occuper des autres maladies qui, pour certaines, ont été mises en veille. Certaines maladies ont eu moins d'attention en raison de la COVID-19. Par exemple, les cancers, certaines maladies
tropicales comme le paludisme et d'autres maladies qui sévissent de façon chronique. Les patients ont besoin qu'on mette aussi toutes les ressources nécessaires pour s'occuper de leurs soins. On ne sait pas encore quand est-ce que le virus va disparaître, mais nous pensons que tous les efforts qui sont mis permettront de chasser ce virus rapidement dans les mois qui viennent. Est-ce que je dois continuer à me laver les mains même quand je ne suis pas malade? Oui, absolument. C'est important le lavage des mains et c'est une mesure qui a permis de limiter les infections digestives comme la gastro-entérite. Cette année, en raison de la pandémie, en raison de lavage des mains, port des masques et distance, il y a eu moins d'hospitalisation des enfants pour des gastro-entérites ou pour des infections respiratoires qu'on appelle les bronchiolites. Donc nous pensons que ces mesures vont permettre dans le futur de continuer à les appliquer en faisant attention, si on est malade, mettre un masque pour éviter de contaminer ses camarades, de se laver les mains à chaque fois pour éviter de se contaminer. Est-ce que la pandémie a changé quelque chose dans la vie des médecins? Oui, beaucoup de choses ont changé. On a fait tout d'abord beaucoup de places pour pouvoir accueillir les malades de la COVID dans les hôpitaux. Plusieurs activités ont été mises au ralenti. On a aussi fait une forme de consultation qu'on appelle la télémédecine qui permet de voir les patients à distance. Une des choses qui a aussi changé, c'est le nombre de patients hospitalisés pour des infections hivernales comme la gastro-entérite ou la bronchiolite. À l'inverse, il y a d'autres maladies qui ont été beaucoup plus fréquentes, comme les troubles du comportement alimentaire, les problèmes d'anxiété ou de dépression chez les enfants ou les adultes. Et donc les médecins doivent aussi considérer les effets indirects de cette pandémie parce qu'on se préoccupe du bien-être des enfants et des adultes dans son ensemble. Merci docteur pour la réponse. Merci à toi et je te souhaite une bonne journée d'école demain.